Pour ce soir, on va passer à la deuxième intervention, donc avec notre deuxième intervenante, Mélissa Bialon, qui est titulaire de la chaire INSERM Recherche sur les services de santé à l'École des hautes études en santé publique. Elle est également HRB Research Fellow, Exiting Research Fellow à la Trinity Business School, au Trinity College à Dublin, en Irlande. Et ses recherches portent sur les déterminants commerciaux de la santé, en particulier l'activité politique des entreprises. Elle coordonne le Global Commercial Determinants of Health Action Network et elle a publié une série d'articles sur les déterminants commerciaux de la santé dans le Lancet, ainsi que des articles dans Social Science and Medicine, Obesity Reviews et d'autres revues. Et elle a également publié des chapitres de livres et participé à la rédaction de rapports de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, en 2021, elle a publié un livre sur les déterminants commerciaux de la santé, encore une fois, intitulé Big Food et compagnie, comment la recherche du profit à tout prix peut nuire ou nuit à notre santé. Et elle aborde ce soir la question de la désinformation scientifique et la fabrique du doute par les industriels. Et je vous laisse partager votre écran, Mélissa. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Oui, ok. Bon. Eh ben, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, en écoutant Yves et puis les questions qui sont posées, je me rends compte que, alors par rapport à ce que je vais vous partager, on n'a pas beaucoup d'informations en fait sur l'échelle locale, l'influence politique à l'échelle locale, mais comme il a été mentionné, en fait, les élus locaux sont quand même des citoyens comme tout le monde, donc ils lisent les journaux, donc ils ont des enfants qui vont à l'école, ils utilisent les réseaux sociaux, etc. Donc c'est quand même, enfin vous allez voir, ça va être quand même très pertinent ce que je vais vous raconter. Donc en particulier, effectivement, je vais aborder un élément qui complique le domaine de la recherche, l'information scientifique et puis l'information en général, quand il s'agit de la prise de décision, notamment politique, c'est qu'on a les industriels qui entrent en jeu et qui façonnent et qui capturent beaucoup d'espace. Bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt, ce qui est important à déclarer dans ce type de présentation. Je travaille sur financement public et je veux aussi remercier mes collègues parce que c'est pas évidemment un travail qu'on fait tout seul, tout ça. Alors, il a été mentionné, donc on a fait une série de publications, de 3 publications, et je pourrais les partager si besoin. Elles sont toutes en anglais, mais sur ce qu'on appelle les déterminants commerciaux de la santé. Cette série de 3 publications est sortie dans le Lancet l'an passé. Il y a aussi un livre, un Oxford Book, donc ça c'est un livre en anglais sur les déterminants commerciaux. Voilà, il y a toute une panoplie de publications qui sortent sur le sujet depuis quelques années. Dans le Lancet, on a défini les déterminants commerciaux comme les systèmes, les pratiques et les voies à travers lesquelles les acteurs commerciaux sont responsables de la santé et de l'équité. Donc, on a laissé la définition assez neutre parce qu'il y a certaines pratiques commerciales, il y a certains produits qui peuvent être bénéfiques à la santé et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et la plupart de mes collègues ont étudié en particulier les problèmes et donc tous les produits et toutes les pratiques qui sont nocives. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a 4 industries qui sont responsables de 30% des morts, hein, juste 4 industries, mais il en existe évidemment beaucoup d'autres. Donc tabac, alcool, énergie fossile et agroalimentaire. Et en fait, on propose un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses, y compris via la science au lieu de se focaliser sur les individus comme responsables de leur santé et de leurs problèmes de santé, c'est vraiment de parler des industriels. Et donc, je vais vous apporter quelques éléments sur ces pratiques industrielles. Bon, alors là, c'est un schéma un peu compliqué qu'on a publié dans le Lancet, mais en gros, en jaune, là, sur ce demi-cercle au milieu, c'est les gens qui sont malades et les inéquités en santé. Et on se concentre beaucoup, beaucoup là-dessus, donc sur l'utilisation, sur réduire la consommation, réduire l'exposition, etc. Avec les travaux sur les déterminants commerciaux, ce qu'on dit, c'est qu'il y a aussi un environnement, évidemment. Si on a accès à tel ou tel produit, c'est parce qu'il y a de l'information qui nous pousse à consommer ce produit, c'est parce qu'on a des ressources socio-économiques qui font qu'on peut ou on ne peut pas acheter tel ou tel produit aussi. Et en bleu, le cercle extérieur, en fait, c'est dire que cet environnement, il n'existe pas non plus dans un vide. C'est qu'on a des politiques publiques
et un système économique et politique aussi qui font bah, que voilà, en fait, on est dans un environnement tel qu'il est aujourd'hui. La plupart des pratiques que je vais vous présenter des industriels, c'est des pratiques qui sont tout à fait démocratiques, mais qu'on peut questionner voilà, d'un point de vue de la santé publique. On est dans un système capitaliste et néolibéral, donc les industriels, c'est un peu normal qu'ils agissent de la façon dont ils agissent. Et il y a de l'influence du coup de la part de ces industriels et c'est ce qu'on avait représenté ici. Donc, les industriels, en fait, influencent évidemment ce système. Et le système fait que les industriels peuvent continuer à agir de la façon dont ils agissent. Sans rentrer dans les détails, les industriels, en fait, c'est ce qu'on étudie ici quand on étudie les déterminants commerciaux de la santé. Quelles sont ces pratiques des industriels? Alors, il y a des pratiques de marketing, par exemple. Il y a la façon dont ils traitent leurs employés, etc. Et là, en particulier, je vais vous parler des pratiques scientifiques. Le cœur de mes recherches, c'est aussi les pratiques politiques, et c'est très lié. Je vais vous expliquer. Aussi la réputation. Enfin voilà, les industriels font attention à leur réputation, évidemment, pour continuer à avoir une bonne image dans l'opinion publique. L'industrie qui vraiment est connue en fait dans le monde de la santé publique pour ses pratiques d'influence, c'est l'industrie du tabac. On sait que depuis les années 50, 60 et même avant, dans leurs propres laboratoires, les industriels du tabac ont employé des scientifiques pour connaître les effets sur la santé de la cigarette, la consommation de cigarettes. Ils ont su très très vite que ça portait atteinte à la santé, que ça a développé notamment des cancers. Et en fait, la solution, ça a été d'étouffer la science qui existait et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de science produite pour montrer ces problèmes de santé. Si bien que par la production de connaissances qui montraient que le cancer, par exemple, du poumon est dû à autre chose, essayer d'attaquer les chercheurs quand ils montraient que c'était le tabac qui était responsable. Et ben, en 94, les 7 dirigeants des grandes entreprises mondiales devant les tribunaux américains ont juré ne pas savoir que la nicotine était addictive, alors qu'ils le savaient depuis plus de 30-40 ans. Donc, il y a eu un retard, en fait. On parle de personnes qui sont mortes, même à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas de changement au niveau des politiques publiques pour prévenir tous les dommages liés au tabac et à plein d'autres produits. Donc, le problème, c'est vraiment de comprendre à quel moment il y a des historiens qui font ça, à quel moment les industriels savent et comment est-ce qu'ils font pour essayer de changer la science et influencer la science pour que les politiques ne suivent pas forcément la connaissance scientifique. Du coup, pour l'industrie du tabac, alors il y a un espèce de Wikipédia qui est hébergé par l'université de Bath en Angleterre, qui contient plein d'exemples, plein de noms d'industriels, de personnes qui ont travaillé pour l'industrie, qui est très très riche. Il y a aussi de la Truth Tobacco Industry Document, la bibliothèque en ligne avec des millions de documents internes qui étaient internes à l'industrie, qui ont été partagés suite à des mises en procès qui ont été gagnées par les avocats du côté des victimes. Et ça, c'est hébergé à l'Université de San Francisco. Donc là, noir sur blanc, on a eu accès à des documents internes de ce qui se passait dans l'industrie du tabac. L'Organisation mondiale de la santé s'est aussi emparée de ces sujets-là et explique, détaille les pratiques d'influence scientifiques, politiques et autres. Mais on n'en est pas au même niveau de connaissance pour d'autres industriels et je vais vous toucher quelques mots notamment sur l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'alcool. Face quand même à cet océan de connaissances sur les pratiques de l'influence des pratiques d'influence de l'industrie du tabac, l'OMS a une convention cadre sur le contrôle du tabagisme. L'article 5.3 de cette convention mentionne qu'il faut absolument protéger les politiques publiques de l'influence des industriels. Donc, quand il y a un développement de politique publique, l'industrie ne doit pas faire partie des discussions et des décisions. Pour l'industrie agroalimentaire, alors j'ai mis juste 4 exemples là, de publications qu'on a fait sur l'industrie agroalimentaire et son influence dans différents pays, mais en gros, sur tous les continents, on a pu montrer que cette influence existe pour l'industrie agroalimentaire. On a des recherches sur l'industrie de l'alcool.
recherche sur l'industrie pharmaceutique. Enfin voilà, ça se développe vraiment énormément ces dernières années d'un point de vue scientifique, mais avant nous, évidemment, il y avait aussi beaucoup de communautés et d'associations qui faisaient ce travail aussi. Et on a documenté ça scientifiquement. Alors là, juste un exemple d'influence scientifique de l'industrie agroalimentaire. Alors là, en haut, en fait, on avait fait une recherche, on avait trouvé que 13%, 13,4% des articles dans les 10 revues les plus prestigieuses en nutrition, donc c'est difficile quand même d'y publier dans ces revues-là, quand même 13% des articles avaient un lien avec l'industrie agroalimentaire. Soit les auteurs travaillaient pour une entreprise, soit ils finançaient l'article. Enfin voilà, il y avait un lien. Et ça montait jusqu'à quasiment 30% pour The Journal of Nutrition. Donc c'est voilà, il y a quand même une empreinte très forte de l'industrie agroalimentaire dans les revues de nutrition. On avait regardé aussi en Amérique du Sud dans les conférences. Il y avait 92 acteurs qui étaient présents et qui finançaient 88% des événements scientifiques autour de la nutrition en Amérique du Sud sur 1 ou 2 années. Donc, c'est vraiment une capture. On appelle ça une capture de l'espace scientifique où les industriels sont absolument présents partout. Et du coup, ça influence vraiment la façon dont on va parler du problème, les recherches qui vont être financées et du coup, les solutions aussi apportées aux problèmes de santé publique. Là, c'était une illustration. Il y avait un congrès international de nutrition complètement animé par Nestlé en Amérique du Sud. Cette influence scientifique, elle existe aussi pour d'autres industriels, je l'ai mentionné, et on commence à, enfin voilà, j'ai un projet par exemple sur les lobbies de la route, donc énergie fossile, véhicules, BTP, etc. On sait que ça existe chez d'autres industries. Là, l'industrie des énergies fossiles, en fait, dans les années 70, en interne, ils avaient fait des projections sur le réchauffement climatique où les chiffres en fait qu'ils avaient pressentis en fait pour les années 2020-2024, c'est exactement ce qu'on observe à l'heure actuelle. Sauf que comme pour l'industrie du tabac, quand ils ont su que bah, leurs produits poseraient problème sur la santé, sur l'environnement, ils ont étouffé les connaissances scientifiques. Donc là, c'est pareil, c'est un travail d'historien d'aller regarder ce qui était connu à l'époque et ce qui a été étouffé. Donc après, là, c'est un exemple, l'industrie de l'alcool aussi ici, qui va dans les écoles pour faire des programmes éducatifs, toujours basés sur de la science, mais de la science qui est très biaisée en faveur des industriels. Et là, la crise des opiacés aux États-Unis, où l'industrie pharmaceutique savait très bien qu'elle mettait sur le marché des produits qui posaient problème à la santé, parce qu'en interne, ils avaient déjà des réponses, des résultats de leur étude, et pourtant, ils ont continué à pousser ça, pousser la prescription d'opiacés auprès des médecins, ce qui a fait une catastrophe sanitaire. Donc, c'est plusieurs industriels qui utilisent les mêmes pratiques et c'est pour ça maintenant qu'en fait qu'on parle de déterminants commerciaux parce qu'il y a vraiment des pratiques qui sont d'une industrie à l'autre en commun. Moi, pour être ingénieur agroalimentaire, c'est voilà, quand on apprend, je suis ingénieur agroalimentaire de mon master et puis ensuite je me suis tournée vers la santé publique mais on n'apprend pas spécifiquement. Alors oui, bien sûr, il y a des spécificités sur l'agroalimentaire, mais nos connaissances, elles peuvent être appliquées à plein d'autres industries. Donc c'est très logique, en fait, d'aussi les étudier de ce point de vue-là, les choses qui sont communes en santé publique. Alors là où c'est compliqué, c'est que la science, ce n'est pas juste de la science pour les industriels. Les industriels ont énormément de moyens économiques, évidemment, pour aussi traduire cette science en une connaissance qui est accessible à tout le monde, ce qu'on ne sait pas forcément très bien faire quand on est scientifique. Donc là, par exemple, alors je ne sais plus exactement ce que j'avais tapé, mais alimentation bébé en France, et en fait, c'est un des premiers sites sur lequel on tombait. Ça s'appelle l'alimentation du tout petit où on peut vous présenter de l'information qui est très très bien, mais il y a aussi un peu d'informations biaisées, notamment par exemple sur le sevrage par rapport à l'allaitement et d'autres questions. Et en fait, si vous regardez, alors il faut savoir où aller regarder, mais l'éditeur du site, c'est le syndicat français de la nutrition spécialisée, ça ne nous dit pas plus. Et en fait, si on regarde l'adresse mail et l'adresse postale, c'est dans l'Alliance 7, l'Alliance 7 qui est en fait, c'est une branche de l'ANIA. L'ANIA, c'est le lobby de l'industrie agroalimentaire.
Donc, c'est un peu les poupées russes. Et en fait, on se retrouve en fait sur un site qui est fait par le lobby de l'industrie agroalimentaire, mais qui ressemble à un site d'information pour tout parent. Si vous regardez les allergies, par exemple, alimentaires aussi pour les enfants, c'est comme ça. Vous allez tomber sur beaucoup de sites qui, en fait, sont faits par des industriels des laits infantiles. Donc, l'information scientifique, il y a non seulement la production d'informations qui est biaisée, mais on a aussi ensuite la diffusion des connaissances qui est biaisée et qui ressemble pourtant à des choses qui pourraient être faites par le public, en fait, soit par le milieu académique, soit par le milieu politique. Euh, Ce qui fait en fait que cette information scientifique est biaisée, mais du coup, ça devient très. Il y a vraiment une perméabilité dans l'opinion publique. Donc là, par exemple, c'est le cas, alors en haut à droite, mais même en bas, de Coca-Cola qui contribue aux Jeux Olympiques, qui soutient. Alors là, c'était en haut à droite, c'est une semaine sportive pour les lycéens, les collégiens à l'île de Fidji, dans le Pacifique, où j'ai fait des travaux pendant quelques mois. Coca-Cola ou Kinder, qui sont par ailleurs des aliments ultra transformés, et on sait très bien les liens entre ces aliments et la mauvaise santé, mais se présentent comme des acteurs de santé publique, focalisent sur l'activité physique, parce que Coca-Cola, on le sait, on investit des millions pour la recherche sur l'activité physique partout dans le monde. Euh, et Kinder, c'est pareil. Donc, vraiment façonne le fait que, bah oui, mais obésité, en fait, bon, bah, il y a aussi l'activité physique qui rentre en compte et on reste complètement silencieux sur le côté alimentation, voire au contraire, on le promeut quand on promeut l'activité physique aussi. Donc, on arrive sur des incohérences totales par rapport à ce qu'on connaît scientifiquement. Là, j'ai pris un autre exemple de la semaine du goût qui avait été en fait initiée par le lobby du sucre qui s'appelait le CEDUS à l'époque. Maintenant, ça s'appelle. Alors, il y avait même un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Euh, on pourrait penser que les choses ont changé, mais maintenant, CEDUS, le lobby du sucre, c'est devenu Culture Sucre. Et on vous informe toujours, là, vous tapez Culture Sucre, on vous informe sur le sucre, qui n'est pas forcément un problème de santé. Ils font leur propre des journées scientifiques, etc. Donc, ça reste quand même très, très vrai, même si c'est peut-être plus aussi explicite, plus aussi intrusif dans les écoles. Il y a aussi Vin et Société qui est là, le lobby du vin, qui propose son petit fascicule des incollables. Et puis il y a d'autres éléments éducatifs qui sont à disposition sur leur site internet. Ils avaient aussi financé les industriels de l'alcool, des C'est pas sorciers, des épisodes de C'est pas sorcier. Donc, enfin voilà, il y a vraiment la traduction de cette science en information accessible aux citoyens est très importante pour les industriels. Et c'est là où ça devient très compliqué parce que c'est beaucoup plus difficile pour un citoyen lambda et même pour nous chercheurs qui sommes spécialisés de différencier ce qui est vraiment scientifique de ce qui est en fait influencé par les industriels. Alors, les industriels se rendent quand même compte qu'il y a un problème d'alimentation, qu'il y a un problème d'alcool pour mentionner ces deux problèmes-là. Du coup, ils proposent la réduction des risques. Ils s'emparent du problème et disent, bon, OK, on est là, on est autour de la table, on a compris que c'était un problème et on peut être à vos côtés, décideurs publics, pour faire face à ce problème de santé. Sauf que là encore, on a montré pour plusieurs industriels, notamment l'industrie du tabac, que les solutions proposées n'en sont pas vraiment, et je vais l'illustrer. Avec, par exemple, ici, bon, pour ne pas citer une marque de bière Heineken, qui propose des alternatives, le 0%, ou peu ou pas d'alcool, sauf que ça reste quand même, dans beaucoup de cas, des boissons qui sont sucrées. Donc, en fait, on part d'un problème de l'alcool, mais on en fait un problème d'alimentation, enfin, tout du moins, d'obésité et nutrition. On normalise aussi la consommation de l'alcool, en fait, parce que l'industrie ne fait pas ça pour que vous arrêtiez de boire de l'alcool, mais fait ça pour ouvrir la possibilité à d'autres personnes de boire une bouteille qui a la même forme et de ne pas se sentir exclu. Donc, en fait, voilà, que l'alcool reste quand même quelque chose qu'on consomme. Et ça, ils l'ont mentionné, on a accès à des documents et des rapports internes, par exemple, pour les Jeux Olympiques. L'industrie de l'alcool disait que malgré la loi E20 et qu'il y ait des interdictions d'alcool, avec le 0%, c'était quand même une façon d'entrer dans les foyers et auprès du public. C'est un nouveau marché aussi.
là où l'industrie, en fait, les gens peut-être ne consommaient pas d'alcool, donc ils buvaient de l'eau ou d'autres produits. Les industriels, du coup, vont capter ce marché-là. Donc pour eux, c'est une ouverture de marché. Ça capte aussi les gens qui peut-être, via les messages sanitaires qu'on a quand même sur l'alcool, auraient arrêté de boire. Et là, non, en fait, ils vont aller vers des nouveaux produits et rester avec ces mêmes industriels. Et ça focalise énormément aussi sur la responsabilité individuelle. Du coup, on a vraiment cette idée en France, mais ailleurs aussi, dans les messages sanitaires, dans les solutions qu'on nous propose, énormément de messages et de solutions qui sont à visée individuelle. Donc là, Pernod Ricard, par exemple, qui dit être responsable, mais l'image, en fait, c'est quand même quelque chose là derrière. C'est quand même quelque chose de très convivial, une image très positive de l'alcool. Donc il y a vraiment une incohérence, hein, et ça, je suis pas psychologue, mais en psychologie, ça a été étudié. De vous envoyer un message où on vous dit d'être responsable pour le côté en fait négatif que l'alcool pourrait avoir, mais l'image en fait et tout ce qui va autour, c'est hyper positif. Donc c'est pas du tout des messages de santé publique qui fonctionnent. Quels sont les risques en fait avec tout ça, avec cette influence de la science, cette influence politique aussi? C'est que l'information évidemment est biaisée. Ça, on l'a montré pour l'industrie du tabac, pour l'industrie de l'alcool, l'industrie agroalimentaire. L'information qui est produite par l'industrie est souvent très souvent biaisée. C'est pas forcément la recherche en fait. Si vous regardez une publication scientifique, c'est pas forcément ça qui est biaisé, mais c'est plutôt le pan entier de recherche qui est biaisé. Donc, par exemple, il y a très peu de recherches qui vont être faites sur l'ultra-transformation des aliments ou sur les risques de l'alcool à la santé, quand en fait, un des gros financeurs, c'est l'industrie. C'est pas ça qui les intéresse. Donc, eux vont plutôt montrer que bon, bah, le zéro alcool, ça peut être une alternative. Ou si on change quelques ingrédients, c'est pareil dans l'industrie agroalimentaire, ça peut être une alternative, alors que les alternatives sont pas là. On sait que les alternatives, en fait, continuent à poser problème. On vous propose aussi des solutions de marché, donc voilà, un autre produit, mais qui n'est pas forcément très efficace. On capte de nouveaux marchés. Un secteur public quand même qui se désengage aussi. Parce qu'en tant que chercheur, quand on arrive à avoir de l'argent du coup par les industriels, on n'en demande pas du coup à nos décideurs politiques. Au secteur public, en fait, on se contente de ce qu'on veut bien nous donner. C'est déjà hyper compliqué. Donc si en plus l'industriel est là pour proposer de l'argent, c'est voilà, de l'argent qui est accepté et qui n'est pas forcément demandé ailleurs. Il y a la crédibilité par association pour les industriels, au-delà de publier, au-delà de faire disséminer de l'information. Ce qui est hyper important pour eux aussi, c'est de s'associer, d'avoir une image associée aux scientifiques, associée aux décideurs politiques, associée aux professionnels de santé. Ça, pour l'industriel, ça va même parfois au-delà de ce qui pourrait être produit, mais qui peut être très très bon, mais peut-être médiocre aussi. Le problème, voilà, pour eux, l'intérêt est aussi de dire, ben, on est avec des personnes qui sont très crédibles. Donc, vous voyez, nous-mêmes, on est très crédibles. C'est l'accès à de nouveaux réseaux aussi et de nouveaux consommateurs. Un autre risque, ça pose des antagonismes, donc activité physique versus alimentation. On se bat un petit peu, par exemple, entre chercheurs, alors qu'on devrait tous, ensemble, en fait, essayer de s'appliquer à réduire tous ces problèmes de santé. Au niveau intrapersonnel, donc pour le chercheur ou pour le professionnel de santé qui se pose des questions, et ben là, en fait, on a un risque de biais. Évidemment, si vous prenez de l'argent de l'industriel, est-ce que vous allez critiquer l'industriel? Quel genre de production vous allez faire? On a eu des cas où l'industriel n'était pas d'accord avec les résultats, on a demandé de supprimer l'information, ou bien si l'industriel n'est pas forcément d'accord, vous ne recevez plus de financement, etc. Donc il y a aussi à l'échelle personnelle tout un ensemble de problèmes. Les messages de santé publique en France, en fait, découlent du coup de toute cette pratique, toutes ces pratiques d'influence des industriels. Donc là, on a un tout petit message sanitaire en dessous des publicités, et j'ai pris un exemple, qui appuie sur cette responsabilité individuelle. Pour votre santé, allez pratiquer une activité physique. Et on ne parle pas de l'industriel. À aucun moment dans ces publicités-là, on parle du rôle de l'industriel et de ses produits. Là encore, du coup, cette idée que l'activité physique peut faire balance face à une alimentation qui n'est pas bonne pour la personne. Euh, et puis voilà tout ce que j'ai mentionné. Il n'y a pas forcément de produit qui est malsain, pas d'interdit, alors qu'on sait que les aliments ultra transformés sont problématiques pour la santé. Pour l'alcool, c'est la même chose. Responsabilité individuelle avec le petit message, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
c'est l'abus seulement, alors qu'en fait, on sait que dès la première goutte, il y a un risque pour la santé. Donc, les messages sanitaires ne sont pas même forcément au fait des dernières données scientifiques. Et puis, bon, encore une fois, il n'y a pas de produit malsain. Et cette modération qui est très imprécise, l'industrie utilise cette idée de modération, d'activité physique, de choses qui ne sont pas très, très précises. Du coup, bah, les gens en fait peuvent consommer un peu à leur bon vouloir. Et puis, contrairement aux messages sanitaires où on sait en fait scientifiquement ce qui est bon ou pas pour la santé, là, ça reste un peu flou. Il faudrait aller vers des solutions qui visent les produits et les industriels via une approche par les déterminants commerciaux de la santé. Donc là, par exemple, je prenais cet exemple-là de l'INSERM qui concrètement, pas si super, dit pas si super, c'est quoi un aliment ultra transformé. Donc on va lentement vers ces solutions. Ça, c'est les recommandations nutritionnelles alimentaires au Brésil. Donc, des choses très, très précises pour les gens, des choses qu'ils mangent tous les jours, des assiettes de ce à quoi pourrait ressembler leur plat pour être équilibré et sain à la santé. Contrairement aux recommandations dans beaucoup de pays où on parle de nutriments, de choses qu'en fait les gens concrètement ne mangent pas comme ça. En fait, ils mangent avec des assiettes. Donc là, c'est un très bon exemple. L'Organisation mondiale de la santé depuis quelques années qui dit très clairement qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans danger pour la santé. Et puis, dans notre série là sur le Lancet, dans une des publications, on disait aussi en fait, plus globalement, de quel futur est-ce qu'on veut. En fait, il faudrait plus d'équilibre entre les différents pouvoirs en jeu, donc citoyens, États, acteurs commerciaux, etc. Des États qui vraiment puissent faire passer les intérêts publics, la santé des citoyens avant tout. C'est utopique, hein, mais c'est quand même en fait les conclusions de nos travaux sur ces industriels et la santé. Une société civile qui collectivement puisse faire entendre sa voix et propose une solution alternative. Donc rien que de cette prise de conscience de nommer les industriels en fait plutôt que les gens comme responsables de leur santé, c'est vraiment très très important. Ça propose une vision complètement différente en fait des problèmes de santé. La recherche participative aussi, on l'a mentionné, mais vraiment pas en science participative où on vous demande juste de collecter de l'information, mais vraiment de la recherche. Alors moi, par exemple, dans mes travaux, euh, des chercheurs citoyens qui co-publient les publications scientifiques avec moi, qui sont là dès le début, en fait, parce que eux voient ces problèmes à leur échelle, dans leur vie de tous les jours. En Irlande, par exemple, j'ai une maman qui a allaité ses enfants et qui a eu plein de problèmes euh, sans s'en rendre compte à cause des industriels. Mais du coup, on déconstruit un peu tout ça, on réfléchit et qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à ces problèmes que les citoyens rencontrent. Donc vraiment, la recherche participative pour moi, chercheuse, est un outil vraiment hyper important. Bon, les acteurs commerciaux aussi, juste déjà de respecter les lois existantes, d'éviter d'arrêter de faire face aux lois qu'on veut mettre en place, ce serait déjà un grand pas en avant. Là où ils se proposent et se présentent comme des acteurs à nos côtés, en fait, si tout simplement ils arrêtaient de faire cette influence politique, ce serait déjà un grand, grand pas en avant. Donc voilà, il y a la face publique et puis il y a ce qui se fait en fait de façon plus cachée. Et c'est ce qui se fait de façon plus cachée qu'on aimerait arrêter. Le milieu académique, les chercheurs, en fait, il y a vraiment une hégémonie dans le système de santé du biomédical et très peu de place aux sciences sociales, notamment la sociologie, la science politique, etc. Et même aux autres formes de savoir, un peu plus citoyens, mais pas forcément scientifiques, sciences dures comme on peut l'entendre. Et il faudrait vraiment que voilà, le chercheur académique aussi s'ouvre à d'autres formes de connaissances. Donc, mes recherches, par exemple, sont publiées dans le Lancet, mais posent quand même problème à de nombreux collègues qui n'estiment pas que ce soit de la science. Donc, il faut vraiment aussi un peu reconsidérer ce qui est de la science ou pas dans le milieu académique, dans le milieu de la recherche et par les acteurs de santé également. Donc voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup.